Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Le nom d'André Pope est moins célèbre que les mélodies qu'il a composées. Le bon fils, mais aussi le fan que vous demeurez, a entamé une croisade afin de transmettre à une nouvelle génération des notes liées à des chiffres impressionnants, ceux des ventes de ses disques. Bonjour Daniel Pope. Bonjour. Alors c'est vrai que vous êtes le fils d'André Pope, Oui. qui aurait eu 100 ans cette année, donc que vous avez préparé ce centenaire avec un coffret d'une intégrale de ses morceaux qu'on va évoquer. Mais surtout, André Pope a fait beaucoup de choses dans la vie. Je me suis dit, mais on connaît ses musiques, on ne connaît pas son histoire, donc on va la raconter aujourd'hui à travers des dates clés. Avec grand plaisir. Alors la première date que j'ai trouvée, c'est le 29 mars 1960, le Grand Prix Eurovision. Comme Philippe a deux châteaux, le premier en Écosse. Comme Philippe a deux châteaux. Jacqueline Boyer, Tom Pilibi, c'était le bon temps où on gagnait l'Eurovision, où la France gagnait l'Eurovision. Eh oui. En fait, mon père a participé 3 ou 4 fois à l'Eurovision. Oui. Mais là c'est sa première victoire. C'est la deuxième de la France, je crois, après André Claveau. Oui. Et Jacqueline Boyer, c'était la fille de Jacques Pils et de Lucienne Boyer. Absolument. Et donc, elle a aujourd'hui repris le nom de son père. Elle s'appelle Jacqueline Ducos, puisque son père, Jacques Pils, c'était René Ducos. Bien sûr. Qui a créé Pils et Tabet et qui a été le mari d'Édith Piaf. Et puis, elle était toute jeune à l'époque. Exactement. Et donc, elle fait cette chanson. André Pope la compose avec Pierre Court, qui était auteur de chansons et animateur de radio. Absolument. Il était, je crois, il travaillait avec Francis Blanche. C'était le fameux régisseur Albert. Dans les émissions de Francis Blanche, Absolument. Qui était un personnage que la France qui écoutait la TSF connaissait par cœur. Tout à fait. Alors, votre père, d'où vient-il, André Pope ? Alors, il vient de Fontenay-le-Comte. Fontenay-le-Comte, c'est une petite bourgade qui est en Vendée. Il vient d'une famille où il y a eu une histoire un petit peu lourde. Un petit peu lourde, en ce sens que sa maman a été veuve 3 fois. La guerre de 14 est passée par là. Sa maman a perdu sa petite fille qui s'appelait Simone, qui avait 14 ans à l'époque, alors qu'elle était enceinte de mon père. Vous voyez le cadavre dans le placard. Et que mon père, pour clore cette présentation pas forcément riante de son enfance, il a perdu son père à 5 ans. Voilà. Et il a découvert en revanche le piano à 5 ans. Il a découvert le piano à 5 ans avec un très mauvais professeur de piano, selon ses dires, mais par contre un excellent professeur de solfège. Ce qui fait qu'il a su très rapidement lire la musique déchiffrée à vue. Et il a commencé, je crois, André Pope dans les églises. Absolument, parce que du fait de sa formation musicale, il a remplacé l'abbé de l'église, de son collège, qui a été mobilisé à la guerre. Et comme il savait lire la musique, il a appris le grégorien, etc. Et donc, il passait tous ses moments libres. Vous avez raison, ce n'était pas un orgue, c'était un harmonium plutôt. Mais n'empêche que c'est là où il a fait ses premiers pas de musicien. C'est fou. Et en même temps, il découvrait la musique classique, aussi bien Stravinsky que Messiaen, que Bach ou Beethoven. Plutôt Stravinsky et Messiaen que Bach et Beethoven, qui pouvaient de toute façon, bien entendu, estimer. Mais ce qui résonnait en lui, c'est la musique à partir de Fauré. Avec des accords modernes, avec des harmonies un petit peu dissonantes. Et il pensait devenir compositeur, André Pope ? Je crois que très rapidement, effectivement, c'est quelque chose qui a mûri dans sa tête, parce que rappelons qu'à Fontenay-le-Comte, il a rencontré Jean Broussol. Alors Jean Broussol, qui était-il à l'époque ? Eh bien écoutez, Jean Broussol était une personne qui était un peu plus âgée que mon père, qui avait déjà fait un début de carrière à Paris. Et comme il a vu quelques activités dans la Résistance, en fait il s'est planqué chez sa sœur à Fontenay-le-Comte. Sa sœur était une amie de la famille Pope et qui lui a dit « Mais j'ai des vieux amis, il y a André, c'est un musicien, rencontre-le ». Et c'est là où ils ont commencé à composer leur première chanson, dont Grand-Papa Laboureur, que Catherine Sauvage a repris quelques années plus tard. Alors il faut savoir aussi que Jean Broussol a été un compagnon de la chanson. Bien sûr. Pas au début, il est arrivé en 52 jusqu'en 72, il a été remplacé par Gaston ensuite, et c'est celui qui a appris à tous les autres compagnons à jouer les instruments de musique. Ah ben oui, mais complètement. Mais c'était un grand musicien. Voilà. Et vraiment, les compagnons aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que dans les compagnons, le chef, c'était Jean-Louis Jobert, qui était derrière, qui faisait semblant de chanter. Et au début, il comptait la recette en comptant le nombre de spectateurs. Et au bout de quelques minutes, il était capable de savoir combien, ce soir-là, le spectacle avait rapporté. Alors, André Pope donc, monte à Paris.
et s'installe à Paris, et il va débuter comme pianiste dans les pianos-bars. Il va démarrer comme pianiste plutôt chez un certain nombre d'éditeurs, chez qui il a travaillé bénévolement pour présenter les chansons, parce qu'il avait la capacité, justement, de pouvoir, en fonction des artistes, transposer à vue. Voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, quand on avait une chanson à placer, ou quand on cherchait une chanson, on venait chez l'éditeur, il y avait un piano, un musicien, et on choisissait les chansons en fonction de ce que le pianiste jouait. Absolument. Il n'y avait pas d'enregistrement. Absolument. Et puis, d'éditeur en éditeur, il est arrivé chez Raoul Breton. Oui. Éditeur de Mireille, Charles Trenet et quelques autres. Absolument. Et je pense que cette rencontre a été essentielle à la fois parce qu'il a rencontré son épouse, notre mère, qui elle venait de Belgique et qui venait récupérer des chansons de Charles Trenet, justement. Et aussi parce que Raoul Breton l'a présenté à deux personnages essentiels dans la carrière de mon père. Le premier, c'est Jean Tardieu. Jean Tardieu, le grand poète français, qui en fait a dirigé le club d'essai à la radio et qui a fait confiance à mon père. Oui, car le club d'essai, il faut le savoir, c'était des poètes, des écrivains, des journalistes qui se réunissaient pour des émissions un petit peu avant-gardistes, réservées à une élite, sur la littérature, la poésie. C'était un espace de liberté sur les ondes nationales. Absolument. Et la deuxième personne qu'il lui a présentée, c'est Jacques Canetti. Jacques Canetti qui dirigeait à l'époque le théâtre des Trois Baudets, qu'il avait créé, le théâtre de Montmartre, et je crois qu'il a engagé André Pope, votre père, effectivement, comme musicien dans des revues. Alors, il a déjà engagé comme pianiste. Il a été pianiste des Trois Baudets pendant 3 ans. Et il lui a commandé, effectivement, en tant que compositeur, ce qu'on appellerait aujourd'hui plus des opéras bouffes que des comédies musicales. On va en parler justement tout à l'heure, mais il faut savoir que les Trois Baudets, il y avait 250 places, des revues en permanence. C'est là que Brassens, De Vos et beaucoup d'autres ont débuté, Félix Leclerc. Et il a été pianiste et il était de temps en temps remplacé par un pianiste qui était un comédien débutant, qui était Darry Cole. Absolument. Darry Cole, c'est Darry Cole qui l'a remplacé au final. Donc il commence par accompagner les autres, il ne compose pas encore. Ah mais si, parce qu'il composait déjà à Fontenay-le-Comte. Oui, mais il compose, mais il n'y a pas encore de grand succès discographique. Alors, détrompez-vous, parce qu'il a, en fait, il a eu des chansons qui ont été enregistrées relativement tôt, à la fin des années 40, par un certain nombre d'artistes, mais qui étaient des artistes d'avant-guerre. Voilà. Joe Amar, René Lebas, et bien d'autres. Mais c'est surtout Catherine Sauvage qui a fait connaître ses mélodies. Non, mais il y a une chanson aussi qui était son premier grand succès, et c'est Luis Mariano qui l'a enregistrée. Avez-vous vu de la bandière comme il y en a au Portugal? Surtout celle de la rivière, de la ville de Setúbal. Ce n'est vraiment pas de la boire où elle lave. Cette chanson a fait le tour du monde. Luis Mariano était un des interprètes, il y en a eu beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres, parce que la chanson a été créée par Suzy Delair, qui n'a eu aucun succès. Et quelques mois plus tard, Roger Lucchesi, qui était son auteur, travaillait déjà avec Jacqueline François. Et il est venu présenter avec mon père un certain nombre de chansons, mais il a présenté une dizaine de chansons qui n'intéressaient pas Jacqueline François. Et à la fin, en désespoir de cause, il dit à Jacqueline: « Écoutez Jacqueline, il me reste une chanson, je pensais pas vous la présenter, mais allez !» Et mon père lui jouait La Lavandière du Portugal, et Jacqueline s'est écriée: « C'est celle-là que je veux !» Voilà. Et non seulement la chanter, mais je me souviens d'une parodie des Lavandières du Portugal par Pierre Desproges à l'Olympia lorsqu'il était sur scène. Absolument. Voilà. Donc c'était une chanson très très célèbre. Et puis il a été arrangeur parce qu'à l'époque il y avait des orchestrateurs et arrangeurs dans les maisons de disques. Bien sûr. En fait, suite au succès des Lavandières du Portugal, il a signé un contrat avec Jacques Canetti quand Jacques Canetti a intégré Philips, en tant que compositeur, en tant que chef d'orchestre et en tant qu'arrangeur, puisqu'il se retrouvait en fait à arranger la plupart des grands artistes de Canetti, Brel, Gréco, les frères Jacques, Philippe Clay, Zizi Jeanmaire, et j'en passe. Et il y a une chanson qui est une chanson culte dont il a réalisé justement les arrangements et les orchestrations. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, un jour du grand voyage qu'est notre
C'est quand même le premier succès de Jacques Brel, hein, Daniel Pop. Ah ben complètement. Pendant 3 ans, il a galéré dans des petits cabarets pour 15 francs par soir. Et il a eu le grand prix du disque avec cette chanson. Et d'ailleurs, en le recevant, il a dit « J'ai débuté longtemps, pendant 3 ans ». Mais bien sûr, parce qu'à l'époque, il s'accompagnait avec une guitare et avec un répertoire... c'était pas encore le grand répertoire de Jacques Brel. Et André Pop apportait la touche supplémentaire musicale ? Ah oui, alors ça, mais résolument. Ces arrangements pour Brel n'étaient pas aussi avant-gardistes qu'ils ont pu l'être pour Gréco, mais on retrouve déjà les petites fantaisies popiennes, les petites dissonances et tout ça dans un certain nombre de titres, ça c'est sûr. Et justement, les arrangements, les orchestrations, c'était un métier très particulier. C'était un métier particulier avec beaucoup de gens qui faisaient déjà ce métier à l'époque. Parce qu'en fin de compte, les 3 grands arrangeurs, il y en a eu d'autres, qui ont été engagés par Canetti, c'était Michel Legrand, c'était Pop et c'était Goraguer. Voilà, rien que des petits noms, effectivement. Alors, il y a eu d'autres succès justement liés à l'amour, et c'est pas quand on a que l'amour, et on va en évoquer un à la date du 8 avril 1967. À tout de suite sur Sud Radio avec Daniel Pop pour évoquer André Pop. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Daniel Pop, fils d'André Pop, compositeur de très grands succès qu'on évoque aujourd'hui à l'occasion de la sortie d'un coffret, une intégrale André Pop pour son centenaire que vous avez réalisé. On va en parler tout à l'heure en parlant du passé et de l'avenir. Alors, André Pop donc, a écrit des tas de chansons, des tas de musiques, et puis il y en a une qui a été vraiment un immense succès, et elle a été créée le 8 avril 1967 lors du Grand Prix Eurovision à Vienne. Doux, l'amour est doux, doux c'est ma vie dans tes bras. Doux, l'amour est doux, doux c'est ma vie près de L'amour est bleu. Alors, moi, j'étais devant ma télé, j'étais très jeune, et j'avais dit, mais cette chanson va gagner, c'était évident. Et c'est Vicky Leandros qui la chantait. Elle a fini 4e en représentant le Luxembourg. Et c'est Sandy Shaw qui a gagné. Avec Puppet on the String, oui, absolument. Et elle aurait dû gagner. On va pas refaire l'histoire. Voilà. Mais il faut savoir aussi que pour la première fois, pour ce Grand Prix Eurovision à Vienne, les caméras avaient été mises dans les coulisses pour qu'on voit la tête de celles et ceux qui les interprétaient au moment des votes. Ah, et c'est comme ça qu'on a vu Vicky Leandros, Sandy Shaw et Minouche Barelli qui représentaient la France à l'époque. Alors, elle se retrouve 4e, mais du jour au lendemain, après ce Grand Prix Eurovision, ce qui n'arrive jamais, la chanson d'André Pop, donc L'amour est bleu, devient un succès au Japon et au Canada, Daniel Pop. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est Paul Moria qui a généré le succès aux États-Unis. Parce que la version de Vicky Leandros a eu du succès, mais après le succès américain, c'est un retour des USA. C'est exactement. Et Vicky Leandros, il faut savoir qu'elle était gréco-allemande, elle l'est toujours d'ailleurs parce qu'elle est vivante. Elle a gagné l'Eurovision quelques années plus tard, en 72, avec une chanson qui s'appelait Après toi. Et ensuite, elle est rentrée dans la politique en Grèce pendant des années. Absolument. Alors, effectivement, Paul Moria a repris cette chanson, qui était donc une chanson comme les autres au milieu de l'Eurovision, et c'est devenu Love is Blue. Numéro 1 au box-office pendant 5 semaines. Ce qui est impressionnant. Il y avait les Beatles en plus derrière. Il y avait, oui, c'était l'époque où il y avait Hey Jude. Voilà. Et comment expliquer que cette mélodie d'André Pop, reprise par un grand orchestre, Paul Moria était un chef d'orchestre français, il enregistrait des tas de choses, il enregistre celle-là sans imaginer qu'elle va devenir un succès mondial. Personne ne s'imaginait ça. Et c'est quelque chose, c'est quasi miraculeux. Moria avait déjà fait une petite carrière aux États-Unis parce qu'il avait déjà eu, un succès avec Chariot de Chariot, Clark, oui. Absolument. Et donc il n'avait pas de difficulté particulière à publier ses disques aux États-Unis. Mais lui-même croyait pas beaucoup en L'amour est bleu. C'était sur les 12 titres, ça devait être en 11 ou 12. Et comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la chose suivante. C'est qu'un jour, l'enregistrement de Moria est arrivé chez un disc jockey de Minneapolis. Il s'est entiché du titre, un petit peu sur le mode du « plus vous me téléphonez, plus je passerai le titre ». Et il a eu une avalanche. Ça, c'était quelques mois avant le début
avant que la version de Moria rentre dans les charts, et quelques semaines plus tard, il s'est retrouvé numéro 1. C'est invraisemblable. Mais c'est sûr qu'il y a eu 40 millions de disques vendus. Oui, enfin, ça sont les chiffres. Je ne sais pas s'il y a eu 40 millions de disques vendus, mais moi, ce que je peux vous dire, parce que je m'y suis attelé, j'ai dénombré plus de 300 reprises. Oui, dont Frank Sinatra, dont Johnny Mathis. Alors, en fait, Frank Sinatra est le seul qui ne l'a pas enregistré parce qu'il n'aimait pas le texte anglais. Parce que ce qui s'est passé, c'est que l'éditeur américain, dès le succès de Moria, a traduit effectivement, parce que c'était une chanson à l'origine, et ça a été enregistré quelques semaines ou quelques mois après la version Le succès de Moria, par Andy Williams, par Claudine Longer, par Al Martino, par Bing Crosby, et je pourrais vous en citer des dizaines d'autres, c'est incroyable. Votre père, donc André Pop, vous en a parlé, il était surpris de ce succès? Ah mais tout le monde, mais tout le monde en était surpris. La maison de disques, l'éditeur, c'était miraculeux. Et Gérard Davous, d'ailleurs, qui est l'éditeur français du titre, témoigne du fait que quand les Dells, le fameux groupe de rhythm and blues aux États-Unis, l'ont enregistré contre toute attente, il s'est dit bon, ça y est, même le public noir s'est entiché de Love is Blue. Et comment elle était née, cette chanson? Il vous l'a raconté, André Pop? Love is Blue, la mélodie en oui, elle-même, oui. Eh ben, il a eu beaucoup de difficultés à la faire. Et ça, il en témoigne lui-même. En fait, ça venait pas, et ça a duré 1 mois. C'est ce dont il témoigne. J'ai mis 1 mois, j'y arrivais pas. Et puis et puis un jour, pof, ça y est, c'est tombé du ciel. Mais comme ça, directement? Ah, mais ça c'est une question intéressante, comme ça, directement. Parce que ça, mon père en témoigne aussi, on a beaucoup témoigné. Enfin, c'est la question de l'inspiration. André Pop est l'instrument au travers de laquelle l'inspiration se dépose, mais l'inspiration, c'est quelque chose d'infiniment mystérieux. Et donc, Love is Blue est devenu un succès dans le monde entier, au Japon aussi. Ah, mais dans le monde entier, parce que non seulement Moria a fait une carrière internationale, mais éblouissante. Il a fait des tournées partout en Asie. Mon père, vous parlez du Japon, mon père témoigne du fait qu'un jour, il était au Japon en même temps que Moria, et Moria l'a fait monter sur scène pour le présenter comme le compositeur de Love is Blue, et mon père n'en est pas revenu, il a signé des autographes pendant 1 heure à la fin du concert. Mais c'était la même chose en Amérique du Sud. Mais parallèlement au succès de Moria, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce titre a été repris dans tous les genres musicaux. Moi qui suis un fan de jazz, j'ai fait une playlist sur toutes les reprises jazz de Love is Blue. C'est absolument incroyable. Mais le plus incroyable, c'est que George Benson, le grand George Benson, grand guitariste et grand chanteur, l'a inclus comme titre phare de l'album qui est sorti il y a quelques mois. Mais ça veut dire que la chanson a traversé les générations? Ah, mais c'est une mélodie qui est toujours vivante. Ça a été intégré. Adidas fêtait l'anniversaire de sa chaussure, l'anniversaire de sa chaussure Star, en 68. J'aurais bien aimé être une petite souris chez les publicitaires, parce que ils auraient pu choisir des chansons représentatives de cette époque à la fin des années 60. C'est ce que vous évoquiez. Il y a les Beatles et puis tout le monde. Non, ils ont choisi Love is Blue, la version de Liberace. C'est fou, hein? Ah, mais c'est complètement fou. Mais ça veut dire une mélodie. C'est-à-dire que les mélodies, c'est un travail très particulier. On en manque aujourd'hui, Daniel Pop. Je ne serais pas aussi catégorique. C'est vrai par rapport à ce qu'on peut entendre souvent à la radio. Mais si je me réfère à l'hommage qui a été rendu par la SACEM il y a quelques jours dans leur auditorium, il y avait beaucoup d'artistes de la jeune génération que je ne connaissais pas forcément. Et j'ai eu bien sûr la curiosité d'aller voir qu'est-ce que faisaient ces artistes. Et on a quand même des belles surprises. Il y a quand même des belles mélodies. Alors, le Grand Prix Eurovision, il y a eu effectivement Love is Blue, mais il y en a eu un autre en 1971. La chanson que tu me chantais, ta chanson de l'été, dans le bleu du
ciel ira. Là aussi, c'est un succès, le seul succès de Rachel, d'ailleurs, qui vit aujourd'hui dans le midi de la France. Rachel a abandonné relativement rapidement la carrière de chanteuse. C'était une élève de Mireille, du petit conservatoire. Tout à fait. Et elle a interprété donc cette chanson au Grand Prix Eurovision. Elle a fini 4e avec la France, ce qui n'est pas déshonorant quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Mais ça aussi, ça a été une mélodie d'André Pop. Ah mais ça a été c'est le 3e grand succès de mon père. C'est arrivé 4e, mais ça a été un très très beau succès, non seulement en France, mais aussi en Europe. Il y a encore une chanson aussi qui a bien marché. C'était une chanson, c'est une lettre en 75. Oui, en 75 pour l'Eurovision, avec Sophie, qui est devenue ensuite animatrice à Radio Monte-Carlo. Absolument. Mais c'était pas beaucoup de compositeurs ont fait tant de fois le Grand Prix Eurovision. Oui, non mais vous avez raison. Alors parfois c'était pour la France, parfois c'était pour le Luxembourg. C'était en fonction effectivement des. Mais mon père était sollicité parce qu'il avait eu une fois le Grand Prix et qu'il avait beaucoup de succès à son actif. Alors, il y a eu ensuite autre chose de très important qu'on va évoquer à travers une date un peu récente, le 29 mars 1979. À tout de suite sur Sud Radio avec Daniel Pop pour parler d'André Pop. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Daniel Pop, fils d'André Pop, un compositeur qui a eu des très grands succès. On a L'amour est bleu, Love is Blue en est un parmi d'autres. Et on évoque aujourd'hui sa mémoire à l'occasion du centenaire de sa naissance en 2024 et d'un coffret, l'intégrale instrumentale que vous avez réalisé. Absolument. Et dont on va parler, Daniel Pop. Alors, il y a une date, c'est le 29 mars 1979. C'est lié à une émission de télévision. Enfin récré à deux, quel plaisir ça me fait. Pourquoi je parle de Récré à deux et de Dorothée par rapport à André Pop? Parce que ce jour-là, Ariane Carletti et Dorothée évoquent un album qui a eu un grand succès et qui veulent transmettre à la nouvelle génération. C'est celui-ci. Il fut un temps très lointain où les instruments de musique ne se connaissaient pas entre eux. Chaque famille d'instruments vivait séparée des autres, et c'était bien dommage. Piccolo, saxo et compagnie. J'ai choisi Récré à deux parce que c'était une transmission. En 79, ils ont fait une grande émission sur Piccolo, saxo et compagnie. Ah bon, je l'ignorais. Et ben voilà, je suis content de vous l'apprendre. Et c'est vrai que Piccolo, saxo et compagnie, toutes les générations le connaissent, et c'est André Pop aussi. Ah mais c'est incroyable, parce que Piccolo, saxo et compagnie correspond à une commande de Jacques Canetti. Et Jacques Canetti fait entendre à mon père une œuvre américaine qui s'appelait Toby le tuba, en disant « Ah, Pop, j'aimerais bien que vous fassiez un petit peu la même chose. » Et mon père lui a dit « Écoutez, Jacques, non, je ne vais pas faire une copie de Toby le tuba, je veux faire une œuvre originale. Laissez-moi, effectivement, le temps de la faire avec Jean Brossol. » Et en fait, l'idée formidable qu'ils ont eue tous les deux, ils l'ont trouvée dans un traité d'orchestration, avec les familles d'instruments. Et donc le principe de Piccolo, saxo et compagnie, et c'est en cela que c'est une œuvre unique, c'est une œuvre qui présente chaque famille d'instruments. Et donc c'est une espèce d'aventure. Piccolo et saxo partent à la quête de toutes les familles d'instruments. Ça, c'était pour le premier épisode. C'est un conte musical pédagogique pour les enfants. Mais c'était pas évident, parce qu'à l'époque, personne pensait que ça marcherait. Jacques Canetti était le premier à dire à mon père « Pop, vous avez fait quelque chose de formidable, mais on va complètement se planter. » Et 6 mois après, il lui en commandait 10 par an. Parce qu'il y a eu 5 piccolos, en fait. Oui, mais alors, au départ, il y a François Perrier qui arrive comme récitant. À l'époque, il est en pleine gloire. Il a travaillé avec Cocteau, avec Fellini. Il vient de tourner L'ouvrier alcoolique dans Gervaise de René Clément. Ouais. Et là, il se retrouve récitant d'un conte pour enfants. Complètement. Comment c'est né, ça aussi ? Écoutez, la rencontre entre André Pop et François Perrier, j'ai pas beaucoup d'informations sur ce sujet. Mais François Perrier a fait d'autres contes pour enfants. C'est une adaptation de Tom Pilibi qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà. C'était toujours Perrier qui était le narrateur. Donc il arrive, et donc le disque sort, et c'est immédiatement un succès. Oui. Ah mais un succès considérable, mais considérable. Et ça fait 4 générations que c'est un succès. Parce que Piccolo a enfin été créé à la télévision l'année dernière par l'Orchestre de l'Opéra de Rouen avec François Morel comme narrateur. Bien sûr, mais comment imaginer, comment expliquer cela ? Je pense que ça correspond à la fois
au génie, entre guillemets, de Pope et Broussol, qui ont vraiment eu une idée formidable, et au fait qu'il y avait probablement une attente dans le public d'une œuvre à partir de laquelle les enfants peuvent apprendre à connaître les instruments de l'orchestre. Oui, car il n'y avait pas de cours de musique à l'école aussi perfectionné, c'était un cours précis. Mais oui, parce que, bien sûr, on cite souvent Pierre et le Loup, qui est une œuvre extraordinaire de Prokofiev. Mais Pierre le Loup n'a pas la même portée pédagogique par rapport à chaque famille d'instruments. Alors, il se trouve à l'époque, en plus, les contes pour enfants en haute forme de disques, c'était des petits 33 tours, 25 cm. Il y avait les contes pour enfants, il y avait Blanche-Neige, il y avait Le Petit Poucet, et il y avait pour les plus grands le disque d'aventure avec l'adaptation des aventures de Black et Mortimer, la marque jaune, ou du Démon des Caraïbes. Absolument. Mais ce genre de choses n'existait pas. Absolument, d'autant plus que Black et Mortimer, on retrouve Pop aux commandes musicales. Bien sûr, parce que c'était la même maison, la même famille. Bien sûr. Alors, Piccolo Saxo, c'est né de cette façon, mais ça n'a pas été simple à enregistrer non plus, parce qu'il fallait expliquer aux enfants des choses que seuls les musiciens connaissent. Oui, mais c'est là où Broussol a eu un talent narratif quand même exceptionnel, parce que c'est une œuvre. Si vous voulez, ce qui est formidable dans Piccolo Saxo et compagnie, c'est son évidence mélodique. Mais c'est une évidence mélodique qui repose sur une sacrée complexité orchestrale. C'est pas du tout facile à jouer pour les musiciens, parce qu'il y a plein de petites choses, des ruptures rythmiques, des subtilités harmoniques. Ça n'est pas une œuvre qui est simple à mettre en place. Et est-ce qu'il a su, André Pop, si des jeunes s'étaient mis à la musique grâce à Piccolo Saxo et compagnie? Ah, mais à commencer par d'immenses musiciens. Jean-Claude Petit, le célèbre arrangeur qui était président de la SACEM, témoigne du fait que c'est Piccolo Saxo et compagnie qui lui a mis le pied à l'étrier. Et il y a beaucoup de musiciens connus qui témoignent du fait qu'ils doivent leur inspiration à Piccolo. Et il y a aussi Peter Ustinov qui a été récitant, je ne sais pas si vous le savez. Alors, Peter Ustinov, en fait, ça correspond à un enregistrement de Piccolo, des deux premiers volants de Piccolo par l'Orchestre de Paris. Avec effectivement Peter Ustinov, parce qu'il y avait des visées internationales, il l'enregistrait en toutes les langues. Voilà. En même temps, il y a eu aussi une série d'animation, un film d'animation. Alors ça, c'est un petit peu plus tard, effectivement, c'est le cinéma. Parce que Piccolo a été adapté en long métrage, en dessin animé, et ça avec l'orchestre, l'un des grands orchestres de Radio France. Voilà. Et c'était Marco Villamizar et Eric Gutiérrez qui avaient réalisé le film. Absolument. Et là aussi, c'était surprenant. André Pop n'avait jamais imaginé ça. Il vous en a parlé? Si. Il l'imaginait depuis un certain nombre d'années, mais ça n'a pas été simple à mettre en place. Parce qu'il a travaillé sur 3 ou 4 projets différents d'adaptation de Piccolo au cinéma. Et lui, il a été surpris du succès de Piccolo. Qui? André Pop. Ah, mais bien sûr. Mais il en était le premier étonné. Mais vous savez, quand vous créez une œuvre, il y a toujours une incertitude sur son succès. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a eu 4 suites. Il y a eu 4 suites. La première, c'était Passeport. Passeport pour Piccolo Saxo et compagnie, c'était sur tous les instruments du monde. Ça n'était pas simple. Parce que il y a un concert qui a été fait par Janine Rose au Théâtre des Champs-Élysées il y a quelques années. C'est une machine qui est lourde à monter parce qu'il faut trouver les musiciens spécifiques des instruments étrangers. Le troisième, c'était le cirque. C'était tous les instruments du cirque, qui est peut-être d'ailleurs le plus amusant. Le quatrième, ça vient plus tard. Ça vient dans les années 70. Le premier s'appelait Piccolo à Music City. C'est tous les instruments modernes. Alors les instruments électriques, mais au sein desquels mon père intègre quand même les instruments classiques modernes, comme les ondes Martenot, les orgues de cristal, la Bronté, etc. Et le tout dernier, et ça c'est vraiment d'actualité, parce qu'il s'appelle la Symphonie écologique. Et c'est vraiment une œuvre splendide. Il a été écologiste avant la lettre. Ah, mais complètement. Alors, mais là, Pop et Broussol ont véritablement été visionnaires, parce que la narration raconte exactement ce que l'on subit aujourd'hui par rapport aux grands incendies, etc. Enfin, tout ce qu'on subit au niveau écologique. Mais ce qui est fou, le plus fou, c'est que la symphonie écologique n'a quasiment jamais été créée en concert. Pour l'anecdote, ça a été créé une fois en Argentine, à Medellín, vous voyez.
Alors, il y a eu Piccolo Saxo, donc, qui est un triomphe, et puis il y a eu un autre héros de bande dessinée très connu des enfants, avec le premier film avec le personnage vivant, et là aussi, c'est André Pope qui a composé la bande originale. Tintin et le mystère de la Toison d'Or. Parce que pour la première fois, Hergé avait accepté qu'un Tintin existe. On a trouvé un Belge qui s'appelle Jean-Pierre Talbot, qui a ensuite été professeur de gymnastique et qui est aujourd'hui à la retraite. Et là aussi, ça a été du André Pope. Ah, mais complètement. Mais il y a une raison, en fait, à ça. C'est que mon père, qui a eu une énorme activité à la radio, a fait... Tintin a été exploité des dizaines de fois à la radio, à la télé, tout ça. Mais il y a toute une série de Tintin dont la musique a été composée par mon père. Et c'est sûr, c'est grâce à cela, en fait, que les gens qui s'occupaient du film ont contacté André Pope. Oui, car à la radio, sur les chaînes nationales, il y avait régulièrement Tintin adapté sous forme de feuilleton hebdomadaire. Absolument. Absolument. Et il y a eu facilement 6 ou 7 Tintins. Hein. Le Lotus Bleu, le Crabeau aux pinces d'or, etc. Tous les classiques d'Hergé, avec l'accord d'Hergé à chaque fois. Avec l'accord d'Hergé, bien sûr. Je ne sais pas s'il a rencontré Hergé, votre père. Alors oui, il a rencontré Hergé au travers de tous les témoignages qui ont été donnés, était assez satisfait en fait de cette adaptation. Alors, il y a d'autres mélodies pour le cinéma. Il y en a une, c'était Papa les petits bateaux de Nelly Kaplan. Oui. Nelly Kaplan qui a fait La fiancée du pirate, qui est mort discrètement il y a quelques années, que j'avais reçu dans Les Clés d'une vie. Mais là aussi, c'est tout à fait différent. Il touchait à tous les styles, puisque il a fait aussi en cas de guerre mondiale, Je file à l'étranger avec Galabru, qui a fait ce film uniquement pour le cachet. Il touchait vraiment à tous les genres, André Pope. Oui, bien que je dirais que la seule frustration très relative qu'il a pu éprouver par rapport à son métier, c'est le cinéma. Parce qu'il a fait quelques musiques de films, bien sûr, dont Tintin. Mais il aurait aimé que les choses puissent aller plus loin. Mais il en est en partie responsable, en ce sens qu'on l'a sollicité à plusieurs reprises pour s'installer aux États-Unis. Mon père il était assez casanier, en fait. Et il vivait, je me souviens l'avoir rencontré à la Défense, oui. Dans un immense appartement. Il avait un appartement au 36e étage de la Tour Ève à la Défense. C'est quand même assez rare, ce genre de choses. Ah oui, mais absolument. D'autant plus que auparavant, il vivait à Maison-Lafitte, dans une grande maison entourée d'un grand jardin, et il s'est retrouvé dans une tour de la Défense. Et il était heureux là-dedans? Ah oui, mais il était très heureux. Il adorait être au 36e étage. Mais il faut reconnaître qu'il y avait une vue fantastique du haut du 36e. D'un Paris qu'on ne connaît pas. Et puis il y a aussi des génériques de télévision d'Antin qui est très célèbre. Le mot le plus long, en 7 des chiffres et des lettres, ça aussi, c'est André Pope, Daniel Pope. Absolument, absolument. Le mot le plus long, les chiffres et les lettres, il y a eu un certain nombre. Ça s'explique par le fait que mon père commence à vraiment être très très connu à la fin des années 50 et il est sollicité par un certain nombre de gens qui sont à la télévision, qui sont à la radio, qui sont dans le cinéma, qui sont dans le théâtre, parce qu'il a fait énormément de musique de pièces de théâtre avec Barsac aussi. Très peu de gens le savent, mais il a fait 7 ou 8 musiques de pièces de théâtre. Mais le mot le plus long, c'est l'exemple type, ça s'appelait les 7 lettres au départ, le jeu. Et Armand Jameau, on a vu l'idée dans un taxi, en venant à la télévision proposer un autre jeu qu'il n'a jamais proposé. Et c'est comme ça qu'est né le mot le plus long, qui a duré 50 ans. Et il y a eu La Tête et les Jambes aussi. La Tête et les Jambes, première émission de Pierre Bellemare, qui a repris le flambeau d'un jeu qui ne marchait pas en quelques minutes. Absolument. Et c'est devenu La Tête et les Jambes, dont le plus célèbre candidat a été Laurent Fabius. Eh oui. Voilà. C'est fou ce qu'il a fait en 100 ans. Ah, mais son œuvre est considérable. Eh ben, on va continuer à en parler à travers la date de son centenaire, le 19 février 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Daniel Pope pour parler d'André Pope. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Daniel Pope, fils d'André Pope, à l'occasion de son centenaire, le 19 février 2024, il aurait eu 100 ans, et vous avez décidé de perpétuer sa mémoire, et vous avez eu raison quand on voit le nombre de mélodies qu'il a créées, et dont on parle depuis le début de cette émission, et vous avez voulu le faire par un coffret qui n'a pas été simple à réaliser, André Pope. Daniel Pope. Ça n'a pas été simple à réaliser,
Parce que mon père a fait beaucoup de disques instrumentaux, André Pop et son orchestre. Bon, ça a démarré donc au milieu des années 50 grâce à Jacques Canetti. Et c'est ce qui est fou, ce qui paraît complètement fou, c'est que la majeure partie de ces disques, qui sont donc sortis en vinyle à l'époque, n'avaient jamais été publiés en CD. Jamais. Parce que c'est notre époque. À l'époque, il y avait des grands orchestres, Eddie Barclay, Paul Moria, André Pop. Mais l'époque a changé. Ça n'intéressait plus personne, théoriquement. Il y a quand même toujours des gens... Il y a des grands fans de Paul Moria, il y a des grands fans de Franck Pourcel. Il y a toujours quand même un créneau de gens qui ne sont pas forcément tout jeunes. Et là, on a des surprises. Parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui me suivent sur Facebook, qui sont des gens qui ont 40 ans et qui sont des passionnés de l'œuvre instrumentale de mon père. Donc, pour revenir à votre question, ce coffret récapitule, c'est une véritable intégrale. C'est tous les disques d'André Pop et son orchestre, avec un bonus exceptionnel que j'ai pu récupérer à l'INA. C'est un concert dirigé par lui avec l'orchestre de Radio France, avec un certain nombre de ses morceaux instrumentaux, mais qui revisite d'une façon complètement, avec un esprit de jazz. C'est incroyablement moderne, et il l'a fait à l'occasion du lancement de la stéréo. Et c'est fou. Alors, expliquez-nous comment retrouver tous ces morceaux. C'était pas simple non plus. C'est pas simple, mais c'est pas si compliqué non plus, en ce sens que la plupart des bandes étaient quand même chez Universal. Oui, mais cachées au fond d'un placard. Oui, mais on a eu, si vous voulez, on a eu beaucoup plus de soucis, parce qu'en fait, le travail que j'ai pu faire autour d'André Pop, il y a 2 coffrets. Il y a l'intégrale instrumentale, et il y a eu un premier coffret qui s'appelait André Pop, la musique même, là qui coiffe véritablement toute l'œuvre. Là, c'était beaucoup plus compliqué, parce qu'il a fallu faire des accords de licence à droite, à gauche, dans le monde entier. Ça n'a pas été le cas. Là, il fallait simplement... Il y avait un accord à passer avec Sony, parce qu'il a fait un certain nombre d'albums publiés chez RCA, mais ça a été relativement facile. Alors, ces 13 CD sont classés par genre. Alors, c'est classé... non, c'est pas tant classé par genre. C'est, si vous voulez, il y a 13 CD, et les 13 CD correspondent en fait à tous ces disques. Oui, mais classé, exemple, il y a un classement avec Elsa Popping, et il y a des musiques tout à fait étonnantes comme celle-ci. La polka du roi Charles Trenet sous la forme d'une musique sidérante. Ah mais complètement, mais ça c'est l'un de ces albums cultes qui sont intégrés justement dans cette intégrale. C'est André Pop présente Elsa Popping et sa musique sidérante. Et l'histoire est la suivante, c'est que mon père en fait travaillait à l'époque avec le Club d'Essai. Rappelons que le Club d'Essai c'était la musique concrète, c'était Pierre Schaeffer. Et il se disputait le studio du Club d'Essai à l'époque, et en fait... Ils ont décidé, avec l'ingénieur du son qui était Pierre Fatome et Boris Vian qui était son directeur artistique, en fin de compte, de transposer les techniques de musique concrète, d'accélération des bandes, etc., mais sur sa propre musique. En adaptant effectivement son talent d'arrangeur sur des grands standards, comme la polka du roi et beaucoup d'autres. Et c'est vraiment un disque considéré comme... C'est le disque pionnier de tous les bidouillages sonores qui ont pu être faits sur des dizaines d'années plus tard. Et Elsa Popping, c'est une allusion à Elsa Popping, un film totalement absurde sorti en 1941, qui est totalement délirant et qui est un film culte pour les amateurs de loufoque et d'absurde. Absolument. Alors, il se trouve que Boris Vian, effectivement, et on a un peu oublié, mais il a été directeur artistique avant de mourir chez Philips avec Jacques Canetti, et donc il a travaillé avec votre père André Pop. Sur 3 albums, non seulement il a été le directeur artistique de 3 des albums de mon père, mais il a composé quand même un certain nombre de chansons avec lui. Oui, et notamment, il y a une chanson qui est une musique mécanique, je crois. Musique mécanique que Juliette Gréco a fait connaître, que mon père a enregistré en instrumental, mais qui a été créé beaucoup plus tôt. En 1951, dans le cadre d'une des premières commandes que la radio lui a faites, c'était un spectacle, les opéras bouffes qu'on évoquait tout à l'heure, qui s'appelait Les Oiseaux Incertains. Oui, car à l'époque, il y avait beaucoup de recherches dans la musique. Bien sûr, absolument. Il y avait...
C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Le club d'essai, il y avait une immense curiosité. Mais c'était les années d'après-guerre. Il y avait un essor culturel, une soif d'explorer, mais dans tous les genres. C'était formidable. Et vous parlez de Juliette Gréco, et Juliette Gréco a chanté aussi quelque chose qui était à l'époque d'actualité, la complainte du téléphone. Je sais que tu m'aimes, mais crie pas si fort. Tu appelles quand je travaille ou je dors. C'est à croire que tu choisis l'heure. Téléphone si t'en as envie. Le téléphone à l'époque, il fallait, on a oublié, 6 mois pour obtenir une ligne de téléphone, oui. minimum. Le sketch de Fernand Reynaud, 22 Agnières le témoigne. Cette chanson est liée à ça? Je suis pas capable de vous répondre sur ce sujet. Mais la complainte du téléphone, Juliette Gréco a fait plusieurs, on n'appelait pas ça des clips, oui. Mais elle a fait plein de petits films qui passaient à la télévision, on la voyait dans un bain moussant, enfin, c'est une chanson complètement étonnante. Mon père a beaucoup travaillé avec Juliette Gréco, et tous les connaisseurs de Gréco estiment que vraiment la plus belle période de Juliette, au niveau musical, correspond effectivement à sa collaboration avec Pop. Enfin, les arrangements les plus formidables d'André Pop, c'est probablement pour Juliette Gréco qui les a faits, avec Marie Laforêt, bien plus tard. Alors, Marie Laforêt, justement, elle a beaucoup compté dans la carrière d'André Pop, et il y a une chanson, notamment, qui est aussi un des premiers succès, et dont il est à l'origine. Manchester et Liverpool, je me revois flânant le long des rues, au milieu de cette foule, parmi ces milliers d'inconnus. Marie Laforêt, qui ne voulait pas chanter au départ, elle était comédienne, puis elle a accepté, et c'est devenu ce que c'est. Et vous dites, André Pop, qu'André Pop pensait que c'était vraiment une chanteuse qui avait quelque chose de puissant en elle. Ah, mais ça a été une de ses interprètes préférées du fait de ses facilités. Elle avait la capacité, effectivement, de doubler sa voix. Elle le faisait naturellement. C'est une musicienne naturelle. Donc il y avait une complicité entre les deux immédiate. Ah, mais complètement. Ça n'a pas été simple tous les jours. Ah bon, oui, c'était pas facile non plus. Elle avait son caractère. Voilà. Non, ça n'a pas été simple parce qu'elle était passionnée de folklore sud-américain. Et mon père estimait à l'époque qu'elle n'avait pas forcément encore les capacités vocales pour pouvoir monter dans le suraigu. Ensuite, elle a appris à maîtriser tout ça, bien sûr. Et puis, il y a les idoles des années 60 qui sont évoquées dans ce coffret, Daniel Pop, et notamment quelqu'un qui est une idole, un dieu vivant au Japon, c'est Adamo, avec Tombe la neige. Il se trouve qu'Adamo a fait cette chanson, elle est partie au Japon, elle a eu un immense succès grâce à une chanson, et à tel point que les Japonais pensent aujourd'hui que cette chanson vient du folklore japonais. Ah mais oui. Mais ça, vous savez, ce que vous êtes en train de décrire, c'est quelque chose, on parlait de Love is Blue et des Lavandières du Portugal. Ce qui a fait de ces deux chansons des succès mondiaux, c'est qu'elles font partie du patrimoine local. Ça confirme tout à fait ce que vous venez de dire. Et là, c'est une époque aussi où on reprenait les standards et les succès de hit parade pour les transformer en chansons de grands orchestres. Absolument. André Pop l'a souvent fait. Ah bah bien sûr. Parce que mon père sur sa musique instrumentale repose à la fois sur des morceaux qui sont complètement originaux, qui représentent quand même la majeure partie de sa création instrumentale, mais parfois, quand une mélodie résonnait en lui, quand ça lui trottait dans la tête, il avait grand plaisir à en faire l'arrangement. Oui, mais à l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui, il y avait des grands orchestres qui reprenaient les succès du hit parade. Oui, mais complètement. Ça n'existe plus, ce genre de choses. Ça existe beaucoup moins. Et en même temps, ça marchait parce qu'on dansait dessus, on l'écoutait. Mais ça marchait formidablement bien. Pourcel a fait toute sa carrière là-dessus. C'est inouï. C'est complètement inouï. Alors, il se trouve aussi que André Pop a travaillé avec Claude François et Sylvie Vartan. Absolument. Alors, ça, c'est un chapitre, moi, qui me tient à cœur, parce que, rappelons que mon père commence à travailler avec des artistes d'avant-guerre.
Ensuite, il travaille avec les artistes de Canetti, tous les grands artistes de Canetti. Et puis on aurait pu se dire, ouh là là, les années 60 arrivent, comment ça va se passer? Eh bien, ça s'est très bien passé. Parce que du fait de ses succès, il a été sollicité par la plupart des maisons de disques qui lançaient tous les yéyés, et il s'est retrouvé à faire des chansons pour Sylvie Vartan, pour Claude François, pour France Gall, pour Sheila, pour Dany, etc., etc., etc. Mais à chaque fois, c'était un rythme différent. Il devait s'adapter au rythme de l'époque. Oui, mais sans difficulté. Dans le coffret de son intégrale instrumentale, il y a toute une période. Ce ne sont pas des pastiches, c'est plutôt un hommage et un second degré. C'est-à-dire, il prend plaisir à faire des twists et des Madison, quoi. Et puis il y a encore effectivement une choriste de Claude François qui a chanté du André Pop et qui a remporté le Yamaha Music Festival Tokyo, c'est Martine Clémenceau. Absolument. C'est presque l'oiseau, le pain, le feu, la rose et le matin. Un jour l'amour. Elle a représenté la France au Grand Prix Eurovision, mais ça s'est mal passé. Elle a fini 15e sur 17. Et aujourd'hui, elle dirige un studio qu'elle a créé près de Paris. Et c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose de très différent. C'est les années 70. Ah oui, mais complètement. C'est les années 70. Et ça va jusqu'aux années 80, parce que mon père se retrouve à travailler avec la toute jeune Céline Dion, avec Eddie Marnet. Oui, il a écrit 2 chansons pour Céline Dion. 5. Ouais. Mais à l'époque, c'est des chansons qui n'ont pas marché, puisque c'était les débuts de Céline Dion dont personne ne voulait. C'est des chansons qui sont intégrées à ses premiers albums, mais qui sont des superbes mélodies. Et puis Céline a fait une telle carrière par la suite que toutes ces chansons ont ressurgi par la suite, bien sûr. Alors aujourd'hui, donc, il aurait eu 100 ans cette année, mais il y a encore l'avenir devant lui, parce qu'on a parlé des chansons du passé, mais ces chansons sont éternelles. Comment voyez-vous l'avenir d'André Pop, Daniel Pop? Alors, l'avenir d'André Pop en tant que personne, je crois que malheureusement, depuis là, oui. Sont bouclées. Mais sa musique, elle est éternelle. Et son influence. Et son influence musicale, parce que je prendrai un seul exemple, c'est Marie Laforêt. L'artiste, alors, il faut pas se leurrer, c'est pas tant au travers d'André Pop en tant que personne que les gens sont sollicités, c'est au travers des interprètes, parce que mon père reste souvent dans l'ombre de ses interprètes, mais c'est pas un hasard si l'un des plus grands succès de Marie Laforêt, Mon amour, mon ami, a été repris depuis une dizaine d'années par 15 artistes d'aujourd'hui. Et moi, ce qui me ravit, c'est que dans la soirée qu'a organisée la SACEM, il y avait un groupe actuel que j'adore qui s'appelle LG. Eh ben, c'est eux qui ont chanté Mon amour, mon ami. Donc, vous avez bien fait de réaliser cette intégrale d'André Pop pour qu'on le connaisse ou qu'on le découvre ou qu'on le redécouvre. Et tout ce que je souhaite, c'est que ça continue comme ça et que votre travail ne soit pas inutile et donne envie à une nouvelle génération de faire de la musique comme il faudrait la faire. Absolument. Et permettez-moi une dernière information pour continuer à répondre à la question. Moi, ce qui me passionne, c'est l'esprit de jazz. L'esprit de jazz qui imprègne certains des morceaux d'André Pop. Bon. Et cet esprit de jazz d'André Pop, il va être célébré à la Maison de la Radio le 8 mars 2025 par Fred Palem et le Sacre du Tympan Big Band, 19 musiciens, sur le thème 100 ans de pop, P-O-D-P, et de jazz. 100 ans qu'on retrouve dans ce coffret qui est un magnifique cadeau de Noël pour découvrir ou redécouvrir des mélodies qui sont officiellement dans un coin de notre oreille. Merci Daniel Pop de l'avoir fait. Merci à vous. Et continuez votre croisade. Et joyeux Noël. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.